Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir en avance le résumé détaillé de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 493, un chapitre charnière où une vérité longtemps attendue finit par éclater et où, paradoxalement, rien ne se répare vraiment. Car dans cet épisode, tout bascule sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, l'affaire Martin Idriss atteint son point de rupture. Une preuve décisive met fin aux zones d'ombre, renverse les certitudes, et fait tomber un mensonge qui a déjà provoqué trop de dégâts. Idriss est enfin blanchi, mais l'innocence reconnue n'efface ni les soupçons, ni les blessures, ni le sentiment d'abandon. Et quand Luna tente de recoller les morceaux, elle comprend que certaines fissures ne se referment pas avec des excuses. Mais ce n'est pas le seul tremblement de terre qui secoue le Mistral. Pendant que cette crise laisse des traces profondes dans les relations, un autre enjeu fait monter la pression, l'appartement qui se libère sur la place du Mistral, juste à côté des Nebous. Un logement qui, en apparence, n'est qu'une opportunité mais qui pourrait bien redessiner des équilibres, réveiller des désirs de stabilité, et pousser Ariane et Jawad à se poser une question cruciale, sont-ils vraiment prêts à construire une vie de famille à temps plein, tous ensemble, sous le même toit ? Et au pavillon des fleurs, une découverte intime vient ajouter une couche de mystère. Une enveloppe, une adresse, et ce cabanon isolé au bord de la plage, un lieu inconnu de Blanche, chargé de silence, et peut-être de secrets que le passé n'a pas fini de réclamer. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que l'épisode 493 ne se contente pas de révéler une vérité, il déclenche une chaîne de conséquences. Entre réhabilitation officielle, rupture humaine, projet de vie qui se concrétise, et inquiétude grandissante autour de Martin, Plus belle la vie, encore plus belle nous entraîne dans un tourbillon où chaque personnage avance sur une ligne fragile, prêt à perdre l'équilibre au moindre pas. On débriefe tout ça maintenant. Dans cet épisode, l'affaire opposant Martin à Idriss Salem bascule brutalement dans une nouvelle phase. Après des jours de tension, de soupçons et de silence pesant, un élément décisif vient enfin faire vaciller l'équilibre déjà fragile entre les protagonistes. La vérité s'impose, sans détour, et ses effets se révèlent immédiatement dévastateurs sur le plan humain. Ariane Hersan et Stanislas se rendent chez Luna Torres pour interroger Martin. Leur venue n'a rien d'anodin. Très vite, l'atmosphère se tend. Un nouvel élément, suffisamment solide pour remettre en cause toute la version de l'adolescent, est désormais entre les mains des enquêteurs. Luna perçoit aussitôt que ce moment marque un tournant, sans encore mesurer l'ampleur du choc qui s'annonce. Face à Martin, Ariane choisit la franchise. Elle annonce que la scène au cœur de l'affaire a été enregistrée. Les images sont sans ambiguïté. Elle montre que Martin n'a subi aucune violence de la part d'Idriss. On y voit clairement l'adolescent trébucher seul sur un trottoir, une chute accidentelle à l'origine de sa fracture aux côtes. En quelques secondes, la version qu'il défendait depuis le début s'effondre. Pris au piège par cette preuve irréfutable, Martin vacille mais refuse encore de reconnaître son mensonge. Il s'enferme dans le silence, s'accroche à ce qu'il peut, incapable d'assumer les conséquences de ses actes. La tension devient presque suffocante. Pour Luna, la révélation est un choc violent. Elle qui avait choisi de croire Martin se retrouve confrontée à une réalité qu'elle n'avait pas voulu envisager. La prise de conscience est brutale. Submergée par la honte et la culpabilité, elle finit par s'adresser aux policiers. Ses mots sont simples, mais lourds de sens. Elle s'excuse. Cette scène marque une véritable rupture. Les certitudes tombent, les rôles s'inversent, et les conséquences s'annoncent lourdes, non seulement pour Martin, mais aussi pour tout ce que cette spirale de mensonges a entraîné. Pendant que cette affaire judiciaire connaît un basculement décisif, d'autres intrigues avancent en parallèle, révélant des facettes plus intimes et ouvrant de nouvelles perspectives du côté du Mistral. Au pavillon des fleurs, Eric rend visite à Blanche Marcy, croissant à la main. L'ambiance est douce, presque complice. Eric est porté par un nouvel élan, il se consacre pleinement à la création de son agence de détective aux côtés de Laura, un projet qui lui redonne de l'énergie et une forme d'enthousiasme retrouvé. Mais cette parenthèse légère est rapidement troublée. En apportant le courrier, Eric permet à Blanche de découvrir une enveloppe écrite de la main d'Hector. À l'intérieur, aucun mot, seulement une adresse. Intriguée, presque instinctivement, Blanche décide de s'y rendre avec Eric.
Sur place, il découvre un cabanon isolé, niché au bord de la plage. Un lieu discret, à l'écart, chargé d'un silence troublant. Blanche est sous le choc. Elle ignorait totalement l'existence de cet endroit. Cette découverte soulève de nombreuses questions. Pourquoi Hector lui a-t-il transmis cette adresse? Que représente réellement ce cabanon? Derrière ce lieu se dessine l'ombre d'un passé encore enfoui, prêt à refaire surface. Au même moment, au commissariat, Jawad Sanga aborde un sujet plus concret avec Ariane Ersan. Il lui parle de l'appartement qui se libère sur la place du Mistral, juste à côté de celui des Nebous. Une information loin d'être anodine dans un quartier où chaque logement vacant devient un enjeu à part entière. Derrière cet échange en apparence pratique se dessinent déjà de nouvelles dynamiques. Un appartement qui se libère au Mistral n'est jamais neutre. Il peut modifier les équilibres, rapprocher certains personnages, en éloigner d'autres, et ouvrir la voie à de nouvelles tensions comme à de nouvelles opportunités. Entre le mystère d'un cabanon au bord de la plage et les perspectives qu'offre un logement convoité au cœur du quartier, le Mistral continue de tisser ses histoires, oscillant entre passé, présent et futur possible, dans un équilibre toujours fragile. Babette Nebou, fidèle à son sens pratique et à son attachement familial, ne perd pas de temps. Dès qu'elle apprend qu'un appartement se libère sur la place du Mistral, juste à côté de celui de Léa Nebou et de Jean-Paul Boé, elle tente de convaincre Patrick Nebou de saisir cette opportunité. Pour elle, ce logement représente bien plus qu'un simple confort supplémentaire. Elle y voit la possibilité de rapprocher la famille, d'offrir plus d'espace et de préserver une proximité précieuse au quotidien. Mais derrière cet enthousiasme se cache une question qui alimente déjà toutes les conversations. Qui obtiendra réellement cet appartement tant convoité? Du côté d'Ariane Ersan, la visite des lieux provoque un véritable coup de cœur. L'appartement lui plaît immédiatement. L'espace, la lumière, l'agencement tout semble correspondre à ce qu'elle recherche. Très vite cependant, elle comprend que Jawad Sanga ne l'a pas emmenée là par hasard. Ce projet cache une intention plus profonde. Jawad ne parle pas seulement de murs ou de mètres carrés. Il imagine une vie commune à temps plein, une famille réunie sous le même toit, un quotidien partagé où chacun trouverait sa place. Cette perspective touche Ariane, mais la déstabilise aussi. L'idée d'une stabilité familiale l'attire autant qu'elle l'inquiète. Elle sent que ce projet fait écho à un désir qu'elle n'ose pas toujours formuler, celui d'un foyer solide et apaisé. Pourtant, franchir ce cap implique bien plus qu'un simple déménagement. Consciente de l'impact que cette décision pourrait avoir sur Zoé, Ariane préfère prendre le temps de la réflexion et en discuter avec elle avant de s'engager. Mais un obstacle concret vient rapidement freiner cet élan. Pour espérer obtenir l'appartement, Ariane doit impérativement trouver une personne prête à se porter caution. Cette contrainte administrative rappelle brutalement la réalité. Le projet ne se jouera pas uniquement sur l'envie ou l'émotion, mais aussi sur des considérations très pragmatiques. Ariane se retrouve face à un choix délicat, tiraillé entre son cœur et les exigences d'une vie qu'elle souhaite construire sur des bases solides. Peu à peu, l'appartement du Mistral cesse d'être un simple logement. Il devient le symbole d'un tournant possible, d'une projection vers l'avenir, où se mêlent espoir, peur et responsabilité. Pour chacun, il incarne une manière différente d'envisager l'équilibre et la famille. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, Luna tente de reprendre le contrôle après les révélations qui ont bouleversé sa vie. Marquée par les mensonges de Martin, elle cherche désormais une réponse responsable, capable de l'aider à remettre son petit-fils sur le bon chemin avant que la situation ne lui échappe totalement. Déterminée à ne plus agir à l'aveugle, Luna se renseigne sur les mesures éducatives possibles. Elle veut comprendre comment encadrer Martin, lui imposer des limites claires et l'amener à mesurer la gravité de ses actes. Plus qu'une punition, elle espère une démarche constructive, susceptible de provoquer une prise de conscience réelle. Après un échange approfondi avec son avocat, Luna fait le point avec Blanche. Elle lui explique que, juridiquement, Martin reste protégé par son statut de mineur et que les sanctions envisagées demeurent limitées, orientées vers l'éducation et la responsabilisation. Cette réalité apaise partiellement ses craintes, sans toutefois la rassurer pleinement. Car l'inquiétude de Luna va bien au-delà de la réponse judiciaire. Ce qui la hante,
c'est l'attitude de Martin, son incapacité apparente à mesurer l'impact de ses mensonges et des accusations portées à tort. Elle redoute qu'il banalise des actes aux conséquences pourtant graves, sans jamais en assumer la portée humaine. En se confiant à Blanche, Luna exprime un sentiment d'impuissance croissant. Elle a la sensation que Martin agit sans comprendre qu'il a frôlé l'irréparable, mettant en danger une carrière, une réputation et une relation. Pour elle, le danger n'est pas seulement juridique, il est moral. Sans cadre clair et sans prise de conscience, elle craint que les dérives de l'adolescent ne s'aggravent avec le temps. Blanche, attentive et posée, tente alors d'apporter un regard différent. Pour elle, les agissements de Martin ne peuvent pas se réduire à une simple provocation ou à de la mauvaise foi. Elle évoque l'hypothèse d'un mal-être plus profond, d'une souffrance intérieure que l'adolescent n'arrive pas à formuler autrement. Selon Blanche, certains comportements excessifs peuvent parfois être des signaux d'alerte, une manière détournée d'exprimer une détresse silencieuse. Avec douceur mais fermeté, elle met Luna en garde. Se limiter à une réponse strictement disciplinaire ou juridique risquerait de masquer un problème plus grave. Passer à côté d'une fragilité psychologique serait non seulement une erreur, mais aussi un danger pour l'avenir de Martin. Comprendre ce qui le pousse à agir ainsi pourrait être la seule façon de l'aider réellement. Ces paroles trouvent un écho profond chez Luna. Elles renforcent son tiraillement entre la nécessité de poser des limites claires et le besoin de rester à l'écoute. Elle comprend que la situation dépasse largement un simple mensonge et l'oblige à assumer une responsabilité lourde, protéger, encadrer, mais aussi tenter de comprendre, afin d'éviter que Martin ne s'enfonce davantage sans jamais mesurer la portée de ses actes. Pendant ce temps, l'intrigue autour d'Idriss atteint un point d'aboutissement aussi net sur le plan judiciaire que douloureux sur le plan humain. Assis au Mistral, un café devant lui, Idriss tente de reprendre pied après l'épreuve qu'il vient de traverser. Luna s'approche et cherche à lui parler. La tension est immédiate. Avec beaucoup d'émotion, elle lui présente ses excuses, reconnaissant s'être trompée et n'avoir pas su lui faire confiance. Sa voix trahit la culpabilité et le regret. Mais pour Idriss, ces mots arrivent trop tard. Les doutes et les blessures accumulées ont laissé des traces profondes. Il lui confie qu'il n'est pas certain que des excuses puissent réparer ce qui a été brisé. La confiance, une fois fissurée, ne se reconstruit pas facilement. Avec une lucidité froide mais douloureuse, il lui fait comprendre qu'il préfère qu'il ne se voie plus. Cette décision, loin d'être impulsive, s'impose à lui comme une nécessité pour se préserver. Sans ajouter un mot, Idriss se lève et quitte le Mistral, laissant Luna seule face à ses regrets. Peu après, Idriss est officiellement blanchi. La vérité est reconnue, les accusations tombent, et il retrouve sa place au commissariat. Son retour se fait sans éclat, marqué davantage par le soulagement que par la satisfaction. Parmi les premiers à l'accueillir, Ariane. Idriss tient à la remercier pour son soutien constant, pour avoir continué à croire en lui lorsque tout semblait vaciller. Leur échange, simple et sincère, scelle un respect profond. Souhaitant marquer symboliquement sa réintégration, Idriss propose à Stanislas de partager un verre avec les collègues. Une façon de tourner la page et de renouer avec une forme de normalité. Mais Stanislas refuse. Sans justification excessive, ce refus crée un malaise discret. Si l'innocence d'Idriss est désormais reconnue, les blessures laissées par l'affaire ne sont pas encore refermées. Ainsi, Idriss est réhabilité professionnellement, mais les cicatrices humaines demeurent. Son retour ressemble moins à une victoire qu'à un nouveau départ, fragile et lucide, marqué par ce qu'il a perdu en chemin. Sur un autre front, les projets de vie continuent d'avancer. Après de longues hésitations, Ariane Hersan franchit une étape importante. Elle se rend chez Patrick Nebou pour lui faire une demande lourde de sens. Si Zoé accepte l'idée d'emménager avec Jawad, Ariane souhaiterait que Patrick se porte caution pour leur futur appartement. Cette démarche dépasse largement le cadre administratif, elle traduit une volonté de construire quelque chose de stable, durable, presque familial. Patrick, fidèle à son sens de la solidarité, n'hésite pas longtemps. Conscient de l'importance de ce projet pour Ariane, il accepte de se porter caution. Soulagée et reconnaissante, elle lui remet aussitôt les documents nécessaires.
Ce geste rend le projet concret et ouvre la voie à une nouvelle étape, laissant entrevoir un avenir où chacun tente, à sa manière, de retrouver un équilibre. Dans un registre plus sombre, Luna Torres se confie à Blanche Marcy. Elle lui explique que, sur le plan judiciaire, Martin risque finalement une sanction limitée, probablement un simple stage de citoyenneté. Une perspective qui la laisse profondément troublée. Face à l'ampleur du mensonge et aux conséquences qu'il a eues pour Idriss comme pour elle-même, Luna peine à comprendre comment une réponse aussi légère pourrait suffire. Mais au-delà de la sanction, une inquiétude bien plus profonde l'obsède. Ce qui la déstabilise le plus, c'est le silence de Martin. L'adolescent se referme, refuse le dialogue, ne laisse plus rien transparaître de ce qu'il ressent. Luna a le sentiment douloureux de ne plus reconnaître celui qu'elle pensait connaître et protéger. Blanche, attentive et lucide, met alors des mots sur cette alarme silencieuse. Pour elle, une réponse uniquement judiciaire ne peut suffire. Elle encourage Luna à envisager un suivi psychologique pour Martin. Derrière le mensonge et le repli pourrait se cacher un mal-être plus grave, que l'adolescent n'arrive pas à exprimer. Ignorer ces signaux serait prendre un risque majeur. Entre des projets de vie qui commencent à se dessiner et une inquiétude grandissante autour d'un adolescent en rupture, le Mistral continue de refléter toute la complexité des trajectoires humaines, où chaque décision, même guidée par de bonnes intentions, peut laisser des traces durables. La tension atteint alors un point de rupture lors d'une scène particulièrement éprouvante. Luna et Myrtha tentent une dernière fois d'ouvrir le dialogue avec Martin. L'atmosphère est lourde, chargée d'inquiétude et d'épuisement émotionnel. Avec précaution, elle lui explique que consulter un psychologue pourrait l'aider à comprendre ce qu'il traverse, non comme une punition, mais comme un soutien. La réaction de Martin est immédiate et violente. Il se braque, interprète cette proposition comme une nouvelle attaque. Sa colère éclate. Les mots deviennent durs, blessants, volontairement provocateurs. Il accuse Luna de ne pas se soucier de lui, de l'avoir abandonnée, laissant entendre qu'elle a déjà choisi son camp. Ces paroles frappent Luna de plein fouet. Submergée par la fatigue, la culpabilité et la douleur, elle perd le contrôle. Dans un geste impulsif, elle gifle Martin. Le silence qui suit est glaçant. Myrtha reste figée. Luna comprend aussitôt qu'une limite vient d'être franchie. Martin n'attend aucune explication. Humilié et furieux, il quitte la maison sans se retourner, laissant derrière lui un profond sentiment d'échec et une inquiétude grandissante. Le dialogue est rompu, la fracture désormais visible, et l'angoisse s'installe autour de cet adolescent qui s'enfonce un peu plus dans le silence et la colère. Cette scène marque un tournant majeur. Elle révèle à la fois l'ampleur du malaise de Martin et l'impuissance de ceux qui tentent de l'aider sans parvenir à trouver les bons mots. Au Mistral, les blessures ne sont plus seulement judiciaires ou sociales, elles deviennent profondément humaines, laissant planer la crainte que le pire soit encore à venir. Et ainsi se referme cet épisode 493 de Plus belle la vie, encore plus belle, sur un sentiment d'inachevé profondément troublant. La vérité a été dite, les faits ont été rétablis, mais les cœurs, eux, restent à vif. Idriss est innocenté, mais il repart plus seul qu'avant. Luna a voulu protéger, mais elle se retrouve face au prix de ses choix. Martin, quant à lui, s'enferme dans le silence et la colère, laissant planer une inquiétude grandissante sur la suite de son parcours. Pendant ce temps, au Mistral, d'autres lignes de vie se dessinent. Un appartement devient le symbole d'un possible nouveau départ, d'un avenir à construire ou à redouter. Des projets avancent, des décisions se prennent, mais rien n'est jamais simple dans un quartier où chaque pas en avant réveille une nouvelle fragilité. Cet épisode nous rappelle une chose essentielle, dans Plus belle la vie, la justice peut trancher, mais elle ne guérit pas tout. Les blessures humaines, elles, demandent du temps, du courage, et parfois des renoncements douloureux. Et c'est précisément là que la série frappe juste, quand les certitudes s'effondrent, quand les liens vacillent, et que chacun doit affronter ce qu'il reste quand il n'y a plus d'échappatoire. Si cet épisode vous a marqué, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite, et à activer la cloche pour rester connecté au prochain bouleversement du Mistral. Car après cet épisode, une chose est sûre, plus rien ne sera tout à fait comme avant.